Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler d'oscillation de baryons, c'est-à-dire qu'on va parler là, à nouveau d'énergie noire et d'une des techniques d'étude de l'énergie noire. Donc, les oscillations acoustiques de baryons, c'est devenu depuis maintenant une dizaine d'années une des méthodes d'étude de l'énergie noire. Vous avez déjà entendu parler de supernovae, il y a aussi les lentilles gravitationnelles, l'étude des amas, ça ce sont les principales sondes de l'énergie noire. Les oscillations de baryons, en fait, elles ont la même origine que les fluctuations du fond diffus cosmologique. Mais alors que les fluctuations du fond diffus cosmologique du CMB, ce qui a été mesuré par WMAP, Planck, c'est une empreinte des fluctuations primordiales dans le rayonnement électromagnétique, les oscillations de baryons, ça va être une empreinte dans la matière exactement des mêmes phénomènes. Alors, pour comprendre comment ça se produit, on va se placer très tôt dans l'histoire de l'univers, dans le plasma primordial, et on va suivre l'évolution d'une surdensité de matière. L'univers très jeune est très chaud, c'est-à-dire que les baryons et les photons sont en équilibre thermodynamique, et donc c'est un plasma très chaud dans lequel on peut avoir des ondes sonores. Et dans ce plasma, on a eu très tôt des fluctuations de densité qui, après des phases d'inflation, etc., puis toute la phase d'expansion de l'univers, ont donné naissance, en fait, aux structures actuelles. C'est-à-dire quand aujourd'hui vous avez des galaxies, quand vous avez les filaments que vous avez vus sur les simulations cosmologiques, en fait, à l'origine de ça, on a des fluctuations d'origine quantique très tôt dans l'univers. Donc, suivons l'évolution d'une surdensité, sachant que la réalité, c'est qu'il y a plein de surdensités. Regardons-en une. Et une surdensité, dans les modèles classiques d'inflation, c'est ce qu'on appelle adiabatique, c'est-à-dire que cette surdensité, on a la même surdensité pour toutes les espèces, que ce soit des neutrinos, des baryons, des photons ou de la matière noire, on a une surdensité. Donc on va, ici, à l'état initial, on va se mettre à un redshift très grand, une centaine d'années après le Big Bang. On a donc un pic de toutes les espèces, matière noire, gaz, photons et neutrinos. Alors, ce qui se passe tout d'abord, c'est que les neutrinos s'échappent. Eux, ils ne sont pas liés aux autres espèces, ils partent à la vitesse de la lumière et on voit qu'ils s'en vont. La matière noire, en revanche, elle n'est pas collisionnelle, elle n'est pas soumise à de la pression. Donc, elle va rester sur place. Simplement, il y a un peu d'agitation, elle va accréter par effet gravitationnel la matière qui est à côté. Donc le pic de matière noire, il va s'élargir, mais il va rester en place. Alors que le fluide baryon-photon, il est collisionnel, il est soumis à la pression, donc il y a une vitesse du son qui n'est pas nulle, qui vaut d'ailleurs à peu près 0,57 fois la vitesse de la lumière. Et donc c'est comme quand vous jetez un caillou dans un lac, ça fait une onde qui se propage. Et donc, en fait, on va avoir une onde sonore sphérique qui va se propager dans ce fluide baryon et photon. Et donc, si on suit un petit peu plus dans le temps, on va un petit peu plus tard, on voit que le pic de matière noire qui est... le pic de matière noire s'est élargi, simplement. Les baryons et les photons se propagent, et puis les neutrinos s'échappent, ils sont un petit peu attirés par la gravitation, mais en gros, ils s'échappent. Et puis, à un redshift de 1000, ce qui se passe, c'est la recombinaison. Donc, à ce moment-là, les baryons et les photons deviennent indépendants, et les photons vont pouvoir s'échapper. Les photons vont s'échapper, et du coup, on n'a plus ce plasma, la vitesse du son va diminuer, va s'effondrer, et arrive un moment où les photons se sont donc échappés, et eux, ils vont donner naissance au rayonnement à 3K, mais les baryons, cette onde sphérique s'est ralentie, et s'est figée. Et donc, on se retrouve avec un pic de baryons qui est à 150 mégaparsec à peu près de la fluctuation originale et qui est gelé. Alors, ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'ici, on a une surdensité de matière noire
qui est soumise à la gravitation, qui va attirer ce qui est autour, que ce soit de la matière noire ou des photons qui sont restés à proximité. Et puis le pic des baryons. Et puis le pic de baryons, lui aussi, c'est soumis à la gravitation. Il va attirer les baryons à proximité et la matière noire qui est à proximité. Ce qui fait que on va avoir, au départ, ici, on avait surtout un pic de matière noire, ici, surtout un pic de baryons. Ils vont attirer les voisins. Et en fait, ce qu'on obtient à la fin, c'est qu'on a un pic de matière noire et de baryons ici, et un pic de matière noire et de baryons ici. Et puis, quand il y a un pic de matière noire et un pic de baryons, on va fabriquer des galaxies, on va fabriquer des grandes structures, des amas de galaxies et des galaxies. Alors, je vous repasse le petit film. Donc là, on arrive au découplage, les photons s'en vont, les baryons restent là, et après, avec le temps, on fabrique un double pic. Alors, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que à chaque fois que dans l'univers primordial, on avait un pic de densité des fluctuations, on va se retrouver avec le pic original préservé. Mais il est préservé parce qu'il y a de la matière noire. S'il n'y avait pas de matière noire, il ne serait pas préservé. Donc en fait, si on l'observe, c'est bien qu'il y a de la matière noire. Et puis, on va avoir une surdensité de matière sur une coquille située à peu près 150 mégaparsec. Et en fait, cette mesure, c'est exactement la dimension qu'on mesure avec les fluctuations du CMB. C'est le même phénomène. Vous savez que les anisotropies du CMB, il y a une échelle caractéristique du premier pic CMB dans les mesures de WMAP et de Planck et d'autres expériences CMB. C'est cette échelle de distance-là qu'on va retrouver, donc qui est mesurée très précisément par le CMB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va fabriquer des galaxies à cet endroit-là, au niveau du pic original, puis on va fabriquer ici. Et donc, si on regarde la fonction de corrélation des galaxies, les fonctions de corrélation en fait, de n'importe quel traceur de la matière, si vous avez une galaxie à un certain endroit, vous allez avoir un petit peu plus de probabilité d'en trouver une à 150 mégaparsec qu'à 140 ou à 160. Alors, de façon très très exagérée, si on a une galaxie ici, on a un peu plus de chances d'en trouver là. Alors évidemment, c'est une image extrêmement exagérée. Ça va être juste un excès de quelques pourcents de galaxies. Mais si on calcule cette fonction de corrélation, on aura un petit excès de galaxies à 150 mégaparsec de distance. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne un mètre étalon dans l'univers, un étalon de distance. Vous avez entendu parler, je crois que c'était il y a 2 semaines, de supernovae par Pierre Astier, où on avait un étalon de distance parce qu'on connaissait la luminosité des supernovae. Là, on a un étalon de distance d'une autre nature. On sait qu'il y a une taille caractéristique qu'on va être capable de mesurer dans l'univers qui fait 150 mégaparsec. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers. Et en plus, alors qu'avec les supernovae, on fait ça juste le long de la ligne de visée, là, ça marche dans toutes les directions. Alors, ce phénomène avait été attendu, avait été prédit depuis un moment, et la première détection a eu lieu en 2005. 2 expériences différentes, le Sloan Digital Sky Survey et puis le 2-degree field, ont tous les deux mesuré cet excès de corrélation dans des galaxies. Et donc là, vous avez, le petit encart est un zoom sur la fonction ici. Vous avez la séparation, alors en h-1 mégaparsec, donc ici c'est 150 mégaparsec, et puis la fonction de corrélation des galaxies. Donc la fonction de corrélation des galaxies, comme on s'y attend, en fait, elle décroît, c'est une fonction décroissante avec la distance, mais on a un petit excès ici qu'on peut mesurer et qui est précisément ce dont je viens de vous parler. Donc, un étalon de distance, et on va pouvoir faire ça à différents redshifts. Donc, aller mesurer cet étalon de 150 mégaparsec, cet étalon de H-1, 150 H-1, 100 H-1 mégaparsec à peu près, à différentes échelles de distance. Alors, c'est un effet qui est très faible, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir des énormes relevés comme SDSS pour réussir à l'observer en 2005. Comment fait-on pour le mesurer?
Eh bien, la première détection dans SDSS en 2005, il a fallu faire un certain nombre de choses. Il a fallu déjà sélectionner une population de galaxies. Donc, on a choisi des galaxies lumineuses rouges parce qu'elles sont très lumineuses, on peut les voir de loin, donc on va pouvoir remonter à des grands Z. Et puis, bon, ce sont des galaxies qui sont présentes surtout dans les centres des amas, donc ça va être des bons traceurs de la matière. Mais il va falloir les sélectionner. Donc, le relevé SDSS, c'est un relevé avec plusieurs parties. Il y a un relevé photométrique qui prend des mesures dans 5 bandes de couleurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour le décrire. Et donc, à partir de la couleur des galaxies, on va essayer de sélectionner des galaxies lumineuses rouges. Donc, on va faire dans des diagrammes couleur-couleur, on va faire des coupures. Cette coupure-là sélectionne surtout des galaxies à Z plus petit que 0,4. Et puis, on a une deuxième coupure ici qui va sélectionner des galaxies à Z plus grand que 0,4. Une fois qu'on a ce catalogue de galaxies qui a les bonnes propriétés, on va aller prendre des spectres. Donc, SDSS a aussi un spectrographe. Et c'est un spectrographe, alors il faut avoir ce catalogue, on positionne des fibres pour aller prendre et mesurer la lumière de chacune des galaxies. SDSS était capable de prendre à peu près 600 spectres d'un coup avec 600 fibres. Et quand on mesure le spectre de la galaxie, on va pouvoir mesurer son redshift, donc sa distance. Et donc on a une carte, on a une carte 3D d'à peu près 45 000 galaxies. Et du coup, on va estimer la fonction de corrélation à 2 points de ces galaxies, ce qui n'est pas non plus une entreprise triviale, parce que le relevé n'est pas uniforme, il dépend de la géométrie du télescope. On peut pointer à certains endroits, on ne peut pas mettre 2 fibres trop proches l'une de l'autre, donc quand on a réussi à mesurer une galaxie, il y a un petit anneau autour duquel on n'est pas capable de mesurer une autre galaxie, etc. Donc en fait, on fait des catalogues simulés qui ont les mêmes caractéristiques géométriques, et puis on a un estimateur, l'estimateur de Landy-Zalek, qui nous donne une bonne estimation de la fonction de corrélation des galaxies, et c'est ça qui nous permet d'obtenir cette première mesure en 2005. Alors, ensuite, on a fait beaucoup d'autres sortes de mesures depuis 2005. Première chose, est-ce qu'on peut se passer de ce spectrographe? Parce que mesurer 45 000 redshifts de galaxies, c'est une entreprise énorme. Donc, des gens ont essayé, Nikhil Padmanabhan a essayé en 2006 de se passer de mesures de redshift spectroscopiques en utilisant ce qu'on appelle des redshifts photométriques. C'est-à-dire qu'on va utiliser le fait qu'on a mesuré les galaxies avec beaucoup de filtres différents, 5 filtres, et donc on a une estimation de son redshift, mais une estimation qui est imprécise. Et dont l'imprécision est en fait plus grande que la distance qu'on essaye de mesurer, que c'est 150 mégaparsecs. Ça veut dire que l'effet va être complètement lissé le long de la ligne de visée, parce que le long de la ligne de visée, celle où on mesure le redshift, l'imprécision est telle qu'on dilue complètement l'effet, mais en revanche, l'effet transverse, lui, il va être mesurable, donc on va se placer dans des coquilles de redshift successives, et puis on va essayer de mesurer cet effet-là, mais juste sur l'échelle transverse. Donc en fait, on va faire une mesure 2D et pas 3D. Elle va être moins performante. Mais comme on n'a pas ce problème d'utiliser beaucoup de temps de télescope pour aller prendre des spectres, on peut utiliser beaucoup plus de galaxies. Donc dans SDSS, Nikhil Padmanabhan a utilisé 600 000 galaxies. Et puis ensuite, ça a été refait avec 900 000 galaxies. Et bon, le signal est un peu moins beau, vous voyez, mais on le voit quand même. Donc il est possible de faire des mesures d'oscillation de baryons sans prendre de spectre, avec uniquement des redshifts photométriques, simplement avec 10 fois plus de galaxies, on fait un petit peu moins bien. Il faut à peu près 20 fois plus de galaxies pour arriver à peu près à la même précision. Et il y a des relevés plus performants que SDSS qui vont faire cette mesure ou qui sont en train de la faire. Donc, je vous parlerai un peu plus de Dark Energy Survey tout à l'heure, et puis de LSST qui est pour 2022, qui vont être capables, DES est en train de faire des mesures de ce style. Alors, on peut essayer de faire encore mieux avec des redshifts photométriques. En fait, SDSS, il a 5 filtres, il prend des mesures dans 5 couleurs.
Donc ça donne une mesure pas trop mauvaise du redshift, mais insuffisante pour faire des BAO le long de la ligne de visée. Alors, est-ce qu'on pourrait augmenter le nombre de filtres? Effectivement, il y a un projet, PAO, Physics Accelerating Universe, qui est un projet essentiellement espagnol, qui essaye d'obtenir une résolution suffisante le long de la ligne de visée en utilisant non pas 5 filtres, mais 40. Donc, en fait, ils font de l'imagerie, ils ne font pas de la spectro, mais ils ont 40 filtres très étroits, et du coup, ils déterminent le redshift des galaxies de manière, normalement, on l'espère, suffisamment précise pour mesurer des BAO, cette fois-ci en 3D, de façon beaucoup plus économique qu'avec un spectro. Donc, c'est un projet qui est en cours, on attend les premiers résultats bientôt. Alors maintenant, tout ça, c'est bien joli. Est-ce que cette mesure a des effets systématiques? Est-ce que les oscillations de baryon ont des effets systématiques? Vous avez, je pense, entendu parler de tous les problèmes de calibration des supernovae. Là, pour l'instant, je vous ai exposé quelque chose de très propre. Alors en fait, oui, la mesure de BAO a cet avantage par rapport à toutes les autres mesures de l'énergie noire d'être celle qui est la moins soumise à des erreurs systématiques. C'est une physique très simple. La mesure ensuite, elle est statistiquement compliquée à faire, mais elle n'est pas entachée de biais importants. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? Un problème qui peut être important quand on fait des mesures à base Z, comme ça, c'est le problème qu'on a des effets non linéaires. C'est-à-dire que dans tout ce que je vous ai montré, on part du principe que la fonction de corrélation qu'on mesure sur les galaxies est une évolution linéaire des contrastes de densité primordiaux. En fait, à bas redshift, on a, de façon récente, on a des effets non linéaires. Et ces effets non linéaires vont estomper le pic BAO et vont rendre la mesure moins précise et peuvent légèrement la biaiser. Alors, on peut en fait gérer ça en essayant d'annuler une partie de ces effets non linéaires. C'est ce que dans le jargon des BAO on appelle la reconstruction. On va essayer de reconstruire le plus possible le régime linéaire. Et en fait, on va appliquer des techniques qui étaient connues depuis longtemps, c'est-à-dire que quand on a mesuré un champ de densité de matière, on peut calculer le champ de vitesse qui en découle en supposant un régime linéaire. Et en fait, le champ de vitesse à grande échelle, il est encore largement linéaire. Donc, on peut calculer le champ de vitesse des galaxies qu'on a mesurées et remonter le temps pour les remettre là où ils étaient s'il n'y avait pas eu ces évolutions. Et donc, on modifie la position des galaxies mesurées grâce à cette mesure d'un champ de vitesse à grande échelle. Ça nous donne l'effet les effets non linéaires évoluent avec le redshift, c'est-à-dire que à grand Z, vous avez le pic tel qu'on l'attend en régime linéaire, et puis on voit les effets des évolutions non linéaires qui, le pic est préservé, mais il est un peu dilué, et le problème c'est que comme ce pic est sur le flanc d'une fonction décroissante, en le diluant, on tend à le rapprocher du flanc montant. Donc on a un biais possible en plus du fait d'avoir une mesure point précise. Alors le principe de la reconstruction, on le voit ici, ça c'est la coquille BAO si on avait une évolution parfaitement linéaire. En fait, elle est déformée, élargie de cette façon-là, le long des filaments, vous voyez, parce qu'on a ces effets non linéaires qui la déplacent. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le champ de vitesse à partir des fluctuations de densité, et puis on remonte le temps, on remonte les petites flèches du champ de vitesse, et ce qu'on reconstruit, en fait, c'est à peu près ça. Alors, ce n'est pas aussi joli que s'il n'y avait pas d'effet non linéaire, mais en fait, on a éliminé une très grande partie de ces effets non linéaires. Une autre façon de le voir, c'est sur ces figures qui sont un petit peu moins simples à comprendre. Déjà, il y a la notion entre l'espace réel et l'espace des redshifts. Pourquoi? Ça, c'est une notion importante. Je ne sais pas si elle a été abordée dans des cours précédents. Quand vous mesurez le redshift d'un objet,
le décalage vert rouge d'un objet. En fait, vous mesurez en gros sa vitesse apparente par rapport à vous par une sorte d'effet Doppler. Mais en fait, il y a deux effets qui se superposent. Il y a un effet de relativité générale, de cosmologie, qui est l'expansion de l'univers. Donc, on a, avec la constante de Hubble, on a un effet global qui est proportionnel à la distance. Mais par rapport à cet univers en expansion, l'objet lui-même, il a une vitesse particulière parce qu'il peut être attiré par l'amas de galaxies voisins. Et ce que vous mesurez, c'est la somme des deux effets. C'est le redshift cosmologique plus le redshift lié à la vitesse propre de l'objet. Et donc, quand vous faites une mesure comme ça, vous êtes dans ce qu'on appelle l'espace des redshifts, qui n'est pas l'espace réel. Et donc, on a un certain nombre de phénomènes qui vont se produire. Un premier phénomène, c'est que si vous avez des galaxies qui sont dans un amas de galaxies, elles ont des très grandes vitesses. Et donc, en fait, votre amas de galaxies, vous êtes là, vous le mesurez, votre amas de galaxies est ici, vous avez des galaxies qui bougent. Eh bien, une galaxie qui va vers vous, vous avez l'impression qu'elle est là dans l'espace des redshifts, et une galaxie qui s'éloigne de vous, vous avez l'impression qu'elle est là. Donc, en fait, dans l'espace des redshifts, un amas de galaxies, c'est une droite qui pointe vers vous. Alors, on appelle ça, dans le jargon des cosmologistes, des finger of gods, des doigts de Dieu qui pointent vers vous, parce qu'effectivement, un amas de galaxies, vous voyez tout un tas de galaxies qui sont sur la même position dans le ciel, mais qui ont des distances différentes. Et c'est le genre de phénomène à petite échelle qu'on voit un petit peu ici. Et puis, vous avez un autre effet qui est à plus grande échelle, qui est que, eh bien, quand on a deux objets, ils vont s'attirer, donc ils vont aller l'un vers l'autre. Donc, il y en a un effet de renforcement des contrastes de densité, parce que deux objets qui sont comme ça, ils vont avoir tendance à s'attirer, et donc vous allez les voir plus proches qu'ils ne sont en réalité dans l'espace des redshifts. Et donc, ça va augmenter le contraste de densité apparent. Et donc, la reconstruction, en fait, elle va jouer un rôle très important dans l'espace des redshifts. Ça, c'est ce qu'on observe de façon brute avec ces effets d'écrasement, etc. Et la reconstruction nous redonne quelque chose qui est un peu plus isotrope ici. Et quand on le regarde sur la courbe finale, eh bien, ça, c'est ce qu'on mesurait si on était capable de faire une mesure dans l'espace réel sans ce problème de distorsion de redshift. On mesure quelque chose comme ça, mais en fait, avec la reconstruction, eh bien, on arrive à reconstruire, ça c'est le truc d'origine au redshift 49, et on arrive à reconstruire l'essentiel du pic. Et sur les données, dans les dernières mesures de SDSS, eh bien, on applique de façon systématique cette reconstruction qui permet d'avoir un pic beaucoup plus net et beaucoup plus précis. On peut faire encore mieux, c'est que là, dans ce que je vous ai montré, on a fait une mesure moyenne de toute la coquille, en fait. On a la distance sur toute la coquille de façon isotrope. En fait, on peut faire des mesures anisotropes. Parce que vous êtes, avec les BAO, vous mesurez une échelle caractéristique, vous la mesurez de façon transverse ou le long de la ligne de visée. Et en fait, ce n'est pas exactement la même chose que vous mesurez. Vous mesurez ce qu'on appelle la distance angulaire en cosmologie quand vous mesurez de façon transverse, alors que le long de la ligne de visée, ce que vous mesurez, c'est vraiment lié à la constante de Hubble. Donc vous mesurez l'évolution de la constante de Hubble de façon transverse et quelque chose d'autre, la distance angulaire, de façon, la mesure de Hubble de façon longitudinale et la distance angulaire de façon transverse. Quand vous faites une mesure isotrope comme celle que je vous ai montrée, vous mesurez en fait une sorte de moyenne géométrique des deux. Mais quand vous faites une analyse 3D, en fait, vous comparez par nature, intrinsèquement, la constante de Hubble et la distance angulaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un test d'Alcock-Paczynski. Alcock et Paczynski ont montré, je crois que c'était en 91, que quand on a un objet comme ça qui est sphérique et qu'on le mesure à la fois de façon transverse et longitudinale, on a des contraintes cosmologiques supplémentaires sur les paramètres cosmologiques. Il faut prendre en compte cet effet Kaiser de distorsion de redshift que je vous ai montré, parce qu'évidemment, dans l'espace, si on fait une mesure 3D, il va être important. Mais en fait, ces distorsions de redshift, elles nous fournissent également de l'information sur les croissances de structure. Donc ça pourrait être intéressant de les étudier séparément. Vous savez que sur l'énergie noire, c'est intéressant
de mesurer l'expansion de l'univers, mais que l'énergie noire a un impact aussi sur la croissance des structures. Donc ça sera intéressant. Alors maintenant, toutes les analyses modernes de BAO font des décompositions en multipôles, en fait. Elles font des analyses 3D, enfin les analyses qui ont des spectraux, qui ont la résolution en 3D. On peut décomposer le signal en multipôles, comme on fait pour le CMB. Par symétrie, les ordres impairs vont être nuls. Donc les deux premiers termes, c'est le monopôle et le quadrupôle. Et donc, en général, vous trouverez des mesures où on a... Ça c'est le monopôle. Ça, c'est le signal transverse. Ça, c'est le signal radial. Et puis, on peut donc isoler un quadrupôle et avoir une mesure de l'anisotropie qui va nous donner des contraintes cosmologiques encore plus fortes. De la même façon, sur les dernières mesures de SDSS, on a, après reconstruction, on a donc ce pic dans le monopôle et puis on a un effet latéral sur le quadrupôle qui va nous donner encore plus de contraintes cosmologiques. Alors on a d'autres effets systématiques possibles. On a évidemment des erreurs d'étalonnage photométrique sont possibles, ça peut agir sur la fonction de sélection, ça peut biaiser la fonction de corrélation, mais c'est un problème qui est bien identifié dans les analyses actuelles, qui est bien contrôlé et qui de toute façon agirait surtout sur de plus grandes échelles. On a les distorsions de redshift, donc ce sont des effets bien connus, l'effet Kaiser qui va rapprocher les grandes structures et puis les finger of gods à plus petite échelle. Et puis les effets non linéaires sont pris en compte par la reconstruction. Donc en fait, du point de vue des effets systématiques, le signal BAO est très propre, c'est le plus propre des signaux pour mesurer l'énergie noire. Il a quand même une limitation intrinsèque importante, c'est qu'il est limité dans le nombre de modes qu'il peut mesurer. En effet, on mesure un étalon de distance de 150 mégaparsecs. Si je prends une certaine population de traceurs dans une certaine gamme de redshift, cet étalon de 150 mégaparsecs, je ne peux pas l'appliquer un nombre infini de fois. Donc j'ai un nombre fini de mesures que je peux faire dans un volume donné. Il y a un nombre fini de modes mesurables, et donc les BAO vont être intrinsèquement limités par la statistique disponible une fois que j'ai une combinaison de traceurs et d'une gamme de redshift. Et ça, on va le voir quand on va... Je vais vous montrer sur la fin de l'exposé des prévisions sur des manips qui vont se faire dans les années à venir, et vous allez voir qu'on arrive à une limite, de toute façon, à cause de cette limite statistique. Alors, un petit aperçu des différents projets qui ont mesuré des BAO. Donc, SDSS, c'est le Sloan Digital Sky Survey, qui a eu 4 phases successives. C'est un télescope à grand champ de 2,5 mètres qui est à Apache Point Observatory au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Au départ, il n'a pas du tout été fait pour faire des BAO. Et puis, c'est lui qui a fait une des premières mesures des BAO. Et en fait, la phase 3 et la phase 4 du relevé ont été vraiment dédiées aux BAO, tellement c'était intéressant. Donc, il y avait une caméra d'imagerie qu'on voit ici, avec 5 filtres, et qui fait des scans du ciel. Et puis, un spectrographe. Le spectrographe de SDSS 1 et 2 avait 840 fibres. Donc, il a mesuré 675 000 galaxies, 90 000 quasars. Je vais vous parler un peu des quasars tout à l'heure. C'est lui qui a fait la première détection des BAO. Et puis SDSS 2, même instrument, simplement poursuite du relevé, extension du relevé. Pour SDSS 3 et pour le relevé BOSS dédié à l'étude des BAO, le spectrographe a été mis à niveau, c'est-à-dire qu'on est passé de 640 à 1000 fibres, sa couverture spectrale a été étendue, sa transmission optique a été améliorée, et donc le relevé principal de SDSS3, Baryon Oscillation Spectroscopy Survey, BOSS, est dédié à l'étude des BAO, avec un échantillon plus vaste des galaxies, et puis il y a quelque chose qui a été essayé et qui en fait a marché, c'est d'utiliser la Foreign-Lyman alpha des quasars, dont vous avez entendu parler il y a peu, et qui marche aussi pour les BAO. Alors pour vous donner une idée des ordres de grandeur, ça c'est le relevé principal de SDSS et l'échelle des BAO ici. Donc là sur le relevé principal de SDSS, de galaxies, on ne peut pas faire grand-chose. Et en fait,
ce qui a été intéressant, c'est de rajouter justement ces galaxies lumineuses rouges qui permettent d'aller plus loin en redshift et d'aller vraiment là mesurer. Là, vous voyez qu'on peut reporter cet étalon de distance suffisamment de fois pour avoir une mesure précise. SDSS 3 a rajouté encore plus de LRG, donc en fait a multiplié par 5 la densité et par 2 le volume, et là c'est là qu'on a vraiment fait des mesures extrêmement précises de BAO. Celles que vous avez vues en 2014 sont faites sur cet échantillon-là. Alors peut-on aller plus loin? Pas avec des galaxies. On ne peut pas aller à plus grand redshift avec des galaxies, elles ne sont pas assez lumineuses pour pouvoir être mesurées avec un spectrographe dans un temps raisonnable. En revanche, on peut utiliser la Forel-Lyman alpha. Donc la Forel-Lyman alpha, je vous rappelle, elle va permettre de mesurer la densité d'hydrogène neutre le long de la ligne de visée d'un quasar. Chaque fois qu'il y a une surdensité d'hydrogène, vous avez une raie d'absorption. Et alors, on est sur la ligne de visée d'un seul quasar. Mais si on a suffisamment de quasars, entre lignes de visée voisines, on va pouvoir faire une mesure. C'est-à-dire que là, si j'ai des quasars, j'ai des lignes de visée. Si elles sont suffisamment denses, si j'en ai suffisamment, vous voyez, je vais pouvoir mesurer mes 150 mégaparsecs entre la ligne de visée d'un quasar et l'autre. Donc si j'ai un nuage d'hydrogène ici, j'ai une plus grande probabilité d'avoir un nuage d'hydrogène ici ou ici. Et donc, je vais pouvoir faire une mesure en 3D si j'ai suffisamment de lignes de visée. Et en fait, on va être à un redshift d'environ 2,5, parce que si on veut que la Forel-Lyman alpha soit visible, soit dans le spectre visible et pas dans l'ultraviolet, et qu'on puisse la voir avec un télescope au sol, ça va fonctionner qu'à des redshifts de l'ordre de 2,5 ou au-delà. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. On va sélectionner des quasars à partir de leur couleur, comme on l'a fait pour les galaxies, sauf que là, ça marche beaucoup moins bien. En gros, quand on a quelque chose qui ressemble à un quasar, ça a 30% de chance d'être un quasar. Donc, on prend des spectres, mais il n'y en a que 30% qui vont être utilisables à la fin. Le reste, c'est des étoiles A et F, et on n'arrive pas à les distinguer par leur couleur. Après, on prend donc 3 fois trop de spectres que ce qu'on va utiliser à la fin. On fait des sélections automatiques, on fait des inspections visuelles, on sélectionne les quasars, on détermine leur redshift. On identifie les DLA dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire ces absorptions très profondes qui vont être trop compliquées à analyser. Nous, on veut vraiment la pure Forel-Lyman alpha, et puis ce qu'on appelle les broad absorption lines, c'est-à-dire des grosses absorptions qui sont dans l'avant-plan du quasar. Et puis, alors quelque chose d'un peu délicat à faire, c'est que vous voulez mesurer une absorption, mais il vous faut déterminer ce qu'on appelle le continu, c'est-à-dire quel serait le niveau du quasar s'il n'y avait aucune absorption d'hydrogène. La détermination de ce continu, c'est une source de distorsion dans la fonction de corrélation, parce qu'une erreur dans la détermination du continu risque d'être corrélée d'un quasar à un autre, et donc d'introduire des effets systématiques. Mais c'est pris en compte dans l'analyse. Et donc, le résultat, c'est que sur les galaxies SDSS 3, vous avez vu ces mesures-là. Donc ça, c'est la mesure dans l'espace réel. Ça, c'est la mesure dans l'espace de Fourier, où le pic devient des oscillations, mais on les mesure de façon très précise. Donc vous voyez le gain entre 2005, entre le petit pic que je vous ai montré en 2005 et ce qu'on est capable de faire maintenant en 2014, avec tous ces échantillons de galaxies en fonction du redshift, SDSS 3, 300 000 galaxies à bas redshift, 690 000 galaxies à plus haut redshift, et on arrive à faire la mesure. Donc dans cet échantillon à haut redshift, ça c'est la mesure faite sur cet échantillon-là, et ça c'est la mesure faite sur l'échantillon rouge. Et ça, c'était ce qu'il y avait dans le premier SDSS qui a fait la première mesure. Donc ça nous permet de mesurer cet étalon de distance en fonction du redshift. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans le cadre du modèle standard lambda CDM avec les valeurs de Planck. Et ça, c'est la mesure faite par Boss dans l'échantillon LOZ et la mesure faite par Boss dans l'échantillon CMAS. Donc des mesures qui collent extrêmement bien avec le modèle cosmologique. Ici, vous avez le plan constante de Hubble, distance angulaire, et
par rapport à les mesures faites par les BAO anisotropiques. Donc, ça nous permet de poser des contraintes sur la courbure de l'univers plat et sur le paramètre de l'équation d'état de l'énergie noire, qui est donc toujours compatible avec -1. Donc, quand on combine Planck, les BAO et les supernovae, on obtient cette contrainte-là extrêmement serrée. Alors, SDSS 3 sur la forêt Lyman alpha, eh bien, en 2013, on en est à peu près là où on était en 2005 sur les galaxies, mais ça marche, c'est-à-dire qu'on mesure bien un pic. Donc là, c'est en fonction de l'angle dans l'anisotropie, donc évidemment, c'est proche de la ligne de visée qu'on a l'effet le plus fort, mais on voit bien ce pic-là. Ça nous permet de poser des contraintes cosmologiques, mais surtout, ça nous permet une chose très intéressante, c'est qu'on est à beaucoup plus grand Z, à un Z où, en fait, l'univers n'est pas dominé par l'énergie noire, et où donc on s'attend à ce que l'expansion ne soit pas accélérée, mais ralentie. Alors là c'est en fonction de Z. Le rouge, c'est la mesure sur la forêt Lyman alpha. Tout ça, c'est les mesures qui ont été faites dans les galaxies. On peut aussi le tracer dans l'autre sens, en fonction du temps, en milliards d'années. Et donc, en fait, on voit que la mesure qu'on a faite dans Lyman alpha, ça correspond à un univers à peu près vieux de 11 milliards d'années, il y a 11 milliards d'années, et que, effectivement, c'est la première fois qu'on mesurait expérimentalement le fait que, à cette époque-là, l'expansion de l'univers ralentissait et que l'accélération est un phénomène plus récent. Et donc, on a fait d'autres mesures depuis, plus précises, avec encore plus de quasars. Maintenant, on a 160 000 quasars et on arrive à avoir des contraintes assez fortes sur les paramètres cosmologiques. Là, c'est sur les deux échelles de distance, transverse et longitudinale. Et puis là, ça, c'est la mesure faite avec les BAO sur Lyman alpha dans le plan oméga matière, oméga lambda, et où, en fait, on est à nouveau compatible avec le modèle cosmologique standard. On peut essayer de faire d'autres choses parce que, en fait, chaque fois qu'on a le moyen de mesurer cet étalon de distance, ça fait une mesure. Alors, corréler deux lignes de visée Lyman alpha, il y a un petit problème, c'est que si on a des erreurs sur la manière dont on mesure le continu dans les forêts Lyman alpha, on va avoir des corrélations parasites, peut-être entre les deux lignes de visée. En fait, on peut faire un autre truc, c'est qu'on peut prendre un quasar, et puis une ligne de visée d'un quasar qui est plus distant, et la ligne de visée passe à côté, et on fait une corrélation entre le quasar lui-même et l'hydrogène qui est dans la ligne de visée d'à côté. Donc en fait, on ne fait pas une corrélation Lyman alpha, on fait une cross-corrélation entre un catalogue de quasars et la forêt Lyman alpha de quasars un petit peu plus lointains. Et ça, donc, ça a été publié en 2014. En fait, on a utilisé 164 000 quasars comme traceurs qui ont été cross-corrélés avec 130 000 forêts Lyman alpha. Et donc ça élimine les corrélations parasites potentielles avec dues au continuum. Et ça nous donne d'autres limites. Donc ça c'est les limites Lyman alpha, et ça, c'est les limites Lyman alpha QSO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des petites tensions avec ce que prévoit Planck, le modèle standard avec les paramètres de Planck, qui pour l'instant ne sont pas bien expliqués. Il va falloir faire des mesures un peu plus précises avec des relevés à venir. Donc dans SDSS 3, on peut combiner les galaxies, Lyman alpha, autocorrélation, cross-corrélation, et ça nous donne cet ensemble de mesures. Donc là, on a le redshift, on a une distance, mais ça dépend le type de distance qu'on mesure. Ça peut être le long de la ligne de visée, c'est ce qu'on appelle la distance de Hubble, ou bien la distance transverse, ou bien pour les mesures qui sont isotropes, la moyenne géométrique des deux, en fait. Et donc ça, c'est les mesures des relevés Lyman alpha de SDSS, et ça, c'est les mesures avec des galaxies. Et en fait, maintenant, on arrive à un niveau de précision sur les BAO que les BAO seuls prouvent l'existence de l'énergie noire, indépendamment de tout ce qui a été fait auparavant. C'est-à-dire que là, j'ai juste les BAO
c'est le vert. Si je le combine avec Planck, évidemment, c'est bien plus joli, mais rien que les BAO, eh ben, oméga lambda n'est pas nul. Et puis, donc, avec une solution préférée, évidemment, la barre d'erreur est encore assez grande, mais une solution préférée qui est bien le modèle classique. Une chose importante dans ce diagramme-là, c'est que comme je ne travaille qu'avec des BAO et que je ne veux pas utiliser les résultats de Planck, je n'ai même pas dit que l'échelle de distance faisait 150 mégaparsec, puisque ça, c'est une information qui provient de Planck. Donc, l'échelle des BAO est un paramètre libre dans ce plot, et j'ai simplement utilisé, pour faire un plot comme ça, le fait que les BAO, cette échelle des BAO est la même à toutes les distances considérées. Et donc, par exemple, l'Iman alpha va me fournir un certain ancrage, mais un redshift de 2,5 au lieu de 1000 pour le CMB. Et on va simplement utiliser le fait que cette échelle est la même pour l'Iman alpha à 2,5, les galaxies à 0,7, les galaxies à 0,4, etc. Et donc, dans les derniers articles de SDSS, on arrive donc à avoir ce genre de contraintes cosmologiques où on commence à mettre des contraintes sur W, le paramètre de l'équation d'état de l'énergie noire, qui est parfaitement compatible avec -1, la courbure, et puis évidemment la quantité de matière, etc. Alors, comment aller au-delà? Comment aller au-delà de tout ça? Ça, c'est un diagramme un petit peu étendu où, en fait, ce qui a été vu avec SDSS-3, c'est toute cette population de galaxies, et puis les forêts Lyman alpha des quasars qui sont là. Donc, on a des quasars qui sont typiquement entre 2 et puis 3, on a quelques quasars à 4, et donc on voit la forêt qui est devant ces quasars-là. Mais on voit que jusqu'à présent, on n'avait pas exploré toute cette gamme de redshift, en gros, entre 0,7 et 2. Et donc, c'était quelque chose qui restait à faire. Et donc, SDSS-4, qui est en cours, essaye de remplir ces vides pour aller mesurer cet étalon BAO dans cette région-là, qui est justement la région de transition de l'énergie noire. Où là, on n'est pas encore dominé par l'énergie noire, et c'est dans cette zone-là que l'énergie noire devient dominante. Alors ça, ce sont des galaxies à raie d'émission qui sont très brillantes, et donc le relevé SDSS-4 cible ces galaxies à raie d'émission qui permettent d'aller jusqu'à un redshift de l'ordre de 1. Et puis après, le relevé SDSS-4 est en train de mesurer énormément de quasars dans la zone entre 1 et 2, et cette fois-ci, on n'utilise plus leur forêt Lyman alpha, qui de toute façon ne serait pas visible, parce qu'elle est dans l'UV pour des quasars à cette distance-là. On va mesurer la fonction de corrélation des quasars eux-mêmes. Donc là, la difficulté est de faire un relevé de quasars qui soit bien uniforme. Parce qu'évidemment, si vous avez une fonction de sélection de vos objets qui n'est pas uniforme, la fonction de corrélation derrière, elle est difficile à extraire. Donc, sur les relevés de galaxies, on a pris grand soin d'avoir des fonctions de sélection très uniformes dans l'espace. Pour la forêt Lyman alpha, ça n'a en fait aucune importance parce que le quasar n'est là que comme source de lumière d'arrière-plan et sa position ne joue aucun rôle dans l'analyse. Donc, tous les coups sont permis pour trouver des quasars. Si on veut mesurer une fonction de sélection une fonction de corrélation sur les quasars eux-mêmes, il faudra une sélection très uniforme. Donc ça, c'était une des difficultés de SDSS-4. Donc là-dessus, relevé et analyse en cours, et il va y avoir des résultats intéressants très bientôt. Et puis, il y a d'autres projets en cours. On a le télescope Blanco à Cerro Tololo au Chili, qui, depuis 2013, fait un relevé avec une très grande caméra. C'est une des plus grandes caméras CCD actuellement en opération. Et il fait, alors lui, c'est une caméra d'imagerie, donc il fait des BAO uniquement avec des redshifts photométriques, et il va mesurer 300 millions de galaxies jusqu'à un redshift de l'ordre de 1,4. Et ça, c'est les projections. En fait, Dark Energy Survey va utiliser toutes les techniques. Il va faire des BAO photométriques, donc comme c'est photométrique, c'est ce qui est le moins performant. Il va utiliser des clusters, de weak lensing, des supernovae, et
ça, c'est ce qui est attendu comme résultat combiné. C'est important de croiser aussi avec les BAO, puisque ça a des effets systématiques et des dégénérescences différentes des autres techniques. Pour mesurer l'énergie noire, c'est vraiment très important de croiser tout ça. À plus long terme, avec un début du relevé en 2022, il y a le Large Synoptic Survey Telescope, qui va être un télescope de 8,40 m au Chili. Alors là, ça sera la caméra la plus grande du monde, 3 milliards de pixels. Sur les BAO, c'est à nouveau des BAO avec photo Z, et donc des contraintes un petit peu meilleures que LSST. Mais il y a aussi des relevés spectroscopiques en cours ou prévus. Donc, sur le Subaru, qui est un télescope grand champ de 8,20 m à Hawaï, il est prévu que d'ici 2019, un spectrographe à 2400 fibres soit installé. Et donc là, il va mesurer 4 millions de galaxies sur 1400 degrés carrés. Et la caméra d'imagerie actuellement installée au Subaru, la Aper Supreme Cam, sera en synergie avec ça, permettra de faire des sélections d'objets et de croiser aussi avec les études de lensing qui sont en cours avec Aper Supreme Cam. Donc là, des résultats très importants sur les BAO sont attendus. Et puis, une autre expérience en cours de construction qui, là, est vraiment dédiée au BAO, c'est le DESI, qui s'appelait Big Boss avant, Dark Energy Spectroscopic Instrument. Donc là, c'est un spectrographe qui va être installé sur un télescope qui est à Kitt Peak dans l'Arizona, qui va démarrer aussi en 2019 et qui va faire 20 millions de galaxies et de QSO, 800 000 forêts Lyman alpha sur 14 000 degrés carrés. Donc quelque chose de gigantesque dédié au BAO. Et si on regarde les contraintes qu'on arrive à mettre sur les mesures de BAO en fonction du redshift, vous avez ce que BOSS a fait avec les galaxies et avec le forêt Lyman alpha. Ce que DESI va permettre de faire, c'est ceci et ceci. Et puis, pour mémoire, Euclide, dont je parle dans le transparent suivant, lui, il vient surtout combler cette zone-là. Mais DESI avec des galaxies et de la forêt Lyman alpha, vous voyez, va gagner énormément par rapport à BOSS. Et puis, donc Euclide est un télescope spatial de 1,20 m qui va être au point de Lagrange L2. Le champ, évidemment, est beaucoup plus petit, mais il va faire un relevé de plusieurs milliers de degrés carrés, qui va commencer en 2021-2022. Il fait de l'imagerie visible pour faire des lentilles gravitationnelles, mais il a un spectrographe sans fente dans le proche infrarouge pour aller étudier des 50 millions de galaxies avec le ray H-alpha dans cette gamme de redshift. Et puis encore un autre projet à plus long terme qui sera aussi capable de faire des BAO, dont vous avez peut-être entendu parler, SK, Square Kilometer Array. Donc ça, c'est un relevé radio à 21 100 cm en Afrique du Sud et en Australie. Et parmi toutes les choses que va pouvoir faire SKA, il pourra faire des BAO avec 1 milliard de galaxies cette fois-ci. On était dans les millions tout à l'heure, là on va être à 1 milliard de galaxies. Donc il va mesurer individuellement ce milliard de galaxies, mais il peut aussi, et il le fera peut-être avant, simplement faire un peu comme avec la forêt Lyman alpha, c'est-à-dire mesurer l'intensité de l'absorption par l'hydrogène, mais cette fois-ci dans l'arrêt à 21 cm, et donc faire ce qu'on appelle de l'intensity mapping. Et donc SKA va fournir des contraintes très importantes, mais en fait, SK est un projet gigantesque, mais vous voyez que là, on commence à gagner un peu moins par rapport à Euclide ici, parce qu'on bute sur cette limite fondamentale des BAO. On est limité dans le nombre de modes qu'on est capable de mesurer avec les BAO. Donc, les BAO, c'est une technique très très propre. On a des très grands projets dédiés aux BAO à l'échelle 2019-2020, notamment DESI. Mais après, on aura sans doute un peu épuisé cette sonde pour l'étude de l'énergie noire. Donc, on atteint les limites statistiques avec les relevés prévus, qui sont DESI, Euclide, SKA. Mais ça reste quand même très intéressant de faire des relevés 3D avec ce genre d'instrument, parce qu'on peut faire d'autres analyses que des purs BAO avec ça. Je vous ai parlé donc des distorsions de redshift, les RSD, Redshift Space Distortion. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne vraiment accès à la croissance des structures. Donc, c'est encore une autre mesure complémentaire des propriétés de l'énergie noire.
Et c'est un sous-produit de toutes ces analyses de BAO. On peut faire encore autre chose. C'est-à-dire que pour reconstruire le régime linéaire, je vous ai dit qu'on mesurait le champ de vitesse des galaxies. Ce champ de vitesse, il est intéressant aussi parce qu'il nous fournit des informations, à nouveau, sur la croissance des structures, et notamment, on peut faire des choses très intéressantes si on a des relevés de fond diffus cosmologiques, parce qu'on peut, par exemple, mesurer un effet qui s'appelle l'effet SZ cinétique en corrélant ces champs de vitesse et les mesures du fond diffus cosmologique. L'effet SZ, l'effet Sonia-Zeldovich, en fait, c'est de la diffusion Compton inverse entre des électrons dans un amas de galaxies, par exemple, et puis les photons du fond diffus cosmologique. Il y en a, l'effet SZ le plus connu, c'est l'effet SZ thermique, c'est-à-dire qu'on a des électrons qui ont de l'agitation thermique dans un amas, et puis quand ils interagissent avec le fond diffus cosmologique, ils modifient un peu le spectre de façon assez caractéristique, ils modifient le spectre du CMB, et donc on peut utiliser l'effet SZ thermique pour détecter des amas de galaxies. Ça, c'est l'utilisation la plus fréquente de l'effet Saniev-Zeldovich. Mais maintenant, si l'amas de galaxies a une vitesse globale, il va y avoir un autre effet sur le fond diffus cosmologique, qui est ce qu'on appelle l'effet SZ cinétique. Mais là, cet effet SZ cinétique, il a un gros défaut. Il ne modifie pas le spectre du CMB. Il donne juste l'impression d'avoir un point chaud ou un point froid selon que l'amas se dirige vers vous ou s'éloigne de vous. Donc, il n'est pas discernable à travers juste les propriétés du CMB des fluctuations primordiales qui donnent des points chauds et des points froids. En revanche, il est corrélé avec les champs de vitesse de ce qu'on peut observer devant. Et c'est quelque chose qui démarre, ces techniques-là, mais on a déjà réussi à faire une première détection, c'est un article de Nick Hunt et al. En 2012, une première détection de cet effet-là, en utilisant justement des données de type SDSS, où on regarde des galaxies qui se dirigent l'une vers l'autre, et quand une paire de galaxies se dirige l'une vers l'autre, eh bien, on va pouvoir mesurer, on sait que deux galaxies proches ont tendance à aller l'une vers l'autre, et en comparant la mesure de température du CMB à l'endroit de la première galaxie et à l'endroit de la deuxième, on va voir cet effet-là. Donc, on a déjà réussi à faire une première corrélation, mais simplement en utilisant des paires de galaxies, de l'effet SZ cinétique. Et ce qui est en projet avec les grands relevés, c'est d'aller utiliser ce champ de vitesse, et pour l'instant Planck, mais il y a d'autres projets CMB à l'échelle 2020 au sol qui vont être très intéressants. Et puis aussi, quand on a des relevés 3D comme ça de matière, avec de multiples traceurs, c'est très intéressant aussi de les corréler avec l'effet de lentille gravitationnelle. Et donc d'avoir plus d'informations sur la localisation des lentilles, puisqu'on va, en fait, quand on a un effet de lentille gravitationnelle sur des objets d'avant-plan, cet objet va être corrélé avec la présence de matière en avant-plan. Et l'arrière-plan, ça peut être des galaxies, mais ça peut être aussi le fond diffus cosmologique. Et il y a eu des travaux récents qui ont montré, par exemple, la corrélation entre la mesure de la densité d'hydrogène via la Forer-Lyman alpha et l'effet de lentille sur le fond gravitationnel derrière. Donc toutes ces techniques de cross-corrélation vont devenir de plus en plus intéressantes dans les années à venir avec les grands relevés. Donc voilà, les BAO vont atteindre leur apogée avec les relevés DESY et Euclide, mais il y a encore beaucoup de choses à faire derrière avec les relevés à 3 dimensions actuels. Voilà, merci beaucoup.